Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de la vascularisation du système nerveux central et bien sûr les AVC quand ils vont toucher le tronc cérébral. Donc on va parler de la vascularisation du cerveau, la vascularisation de la moelle épinière et la vascularisation du tronc cérébral. Donc on va commencer par d'abord on sait que le débit cardiaque donc il est égal à 5 litres par minute. Combien le cerveau il va prendre? Donc il va prendre 15%. Là, ce qu'il faut savoir, là on a l'oreillette gauche, ventricule gauche, aorte. Donc là on a le tronc brachiocéphalique qui va donner l'artère subclavienne droite, il va donner l'artère, donc la carotide, on a le sinus carotidien, puis on a l'artère carotide interne et l'artère carotide externe. Quelle pathologie qui peut toucher l'artère carotide externe? Donc c'est une maladie de Horton, c'est une maladie auto-immune qui va toucher l'artère carotide externe et l'artère temporale, et elle va donner des céphalées, et elle va donner un syndrome grippal parfois, sans vous oublier qu'elle peut donner des problèmes de vision parce que ces vaisseaux ils vont irriguer par suite les nerfs optiques. En plus de ça, c'est l'intérêt de faire la VS qui va être très élevé. De l'autre côté, on voit l'artère carotide commune, sinus carotidien, artère carotide interne de l'autre côté, artère carotide externe de l'autre côté. Et en plus de ça, on va voir l'artère subclavienne, donc gauche. Et donc, pour les artères vertébrales, d'où ils vont venir? Ils vont venir à partir donc, des artères subclaviennes des deux côtés. On va voir les deux artères vertébrales qui vont aller en postérieur des artères carotides. Et puis on va voir l'union pour former quoi? L'artère basilaire. Là, ce qu'il faut savoir, là on a des vertèbres cervicales. Donc au niveau des vertèbres cervicales, on a le foramen transverse. À partir de ce foramen, on va voir le passage des artères vertébrales. Et donc ces artères vertébrales ils vont monter jusqu'au orifice de Magnum. Et là, il y a une question. Donc, les vaisseaux qu'on connaît nous, donc le cercle de Willis et les différents vaisseaux au niveau cérébral, où ils sont localisés? Donc, ils sont localisés donc, au niveau de l'espace sous-arachnoïdien. Ils sont en train de flotter au niveau de liquide céphalo-rachidien. C'est pour cela, lors de la rupture des vaisseaux, on va voir une hémorragie au niveau sous-arachnoïdienne. Donc, et c'est pour cette raison que ces artères vertébrales, quand ils vont arriver au niveau de l'orifice de Magnum, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pénétrer du nerf arachnoïde, ils vont aller à l'espace sous-arachnoïdien, puis ils vont donner les différentes branches. Bon, là, on va commencer. Donc, j'ai dit que la vascularisation du cerveau, elle va être assurée par un système carotidien et un système vertébro-basilaire. Donc, on va commencer par le système vertébro-basilaire qui est un peu difficile pour les étudiants, mais on va essayer de le comprendre. Là, donc là, on a la moelle, ça c'est la moelle épinière, ça c'est quoi? Ça c'est le bulbe, ça c'est le pont, et ça c'est le mésencéphale. Donc, les artères vertébrales, ils vont monter, ils vont arriver quoi? Ils vont arriver au cercle au niveau du foramen magnum, puis ils vont pénétrer du nerf et l'arachnoïde, et puis ils vont passer au niveau du bulbe jusqu'au là, au niveau de l'union entre bulbe et pont, on va voir la formation de l'artère basilaire. Là, c'est quoi ce qui est triangulaire? Donc, ce sont les pyramides, c'est là où ils vont passer le faisceau pyramidal. Bon. Donc, ces artères vertébrales, dès l'entrée, ils vont donner quoi? Ils vont donner l'artère cérébelleuse postéro-inférieure, veut dire ça, envers c'est le cervelet. Envers c'est le cervelet, donc elle va irriguer la partie postérieure et inférieure du cervelet. Et là, elle est très importante cette artère parce qu'elle va donner par suite, quand elle est altérée, le syndrome de Wallenberg que je vais l'expliquer par suite. En plus de ça, donc là, quand on est au niveau du pont, on va voir la formation de l'artère basilaire. L'artère basilaire, parce qu'il est au niveau du pont, il va donner des branches pour le pont, ce qu'on appelle les branches pontiques. Et puis, il ne va pas oublier que le cervelet, il a une partie antérieure, donc antéro-inférieure, donc il va donner l'artère cérébelleuse antéro-inférieure. Elle-même, quand elle est touchée, elle va donner certains signes que je vais expliquer par suite. Bon, et puis, dans le trajet, donc elle va donner ce qu'on appelle l'artère cérébelleuse supérieure, parce qu'on n'a pas irrigué la partie supérieure de cervelet, on est en train de parler que la partie inférieure, et là on va voir l'artère cérébelleuse supérieure. Et puis, donc là, avant qu'on va entrer au niveau de mésencéphale, on va donner une branche labyrinthique. Comment elle va aller cette branche labyrinthique? Là, qu'est-ce qu'on a? On a ça, c'est la fosse antérieure.
Ça, c'est la fosse moyenne. Ça, c'est la fosse postérieure. Ça, c'est le médiocre, que c'est antérieur. Donc, là, c'est l'orifice du magnum. Et là, on va voir les deux artères vertébrales qui vont faire l'union pour former quoi? Former l'artère basilaire. Et puis l'artère basilaire, il va donner cette branche labyrinthique. Là, elle va trouver le meilleur acoustique interne. Le meilleur acoustique interne, et là, elle va entrer pour taler pour l'oreille interne. Là, au centre, qu'est-ce qu'on a? On a la septuple, c'est la tulsica. Là, on va voir la glande pituitaire. Bon. Donc, en arrivant au mésocéphale, on va voir la formation de ce qu'on appelle les artères cérébrales postérieures. Les artères cérébrales postérieures vont aller en postérieur, ils vont se diriger en postérieur. Mais au-dessus de ces artères cérébrales postérieures, au-dessous, on va voir, ça c'est quoi? Ça c'est le noyau de nerf oculo-moteur. Donc, en plus de ça, ces artères vertébrales sont intelligentes, donc ils vont dire, donc on a irrigué la partie supérieure du tronc cérébral, et donc en même temps, on va irriguer la moelle épinière, et donc ils vont donner deux branches qui vont avoir l'union pour former ce qu'on appelle l'artère spinale. L'artère spinale antérieure, elle va se diriger en profondeur tout au long de la moelle épinière, et elle va irriguer la moelle épinière. Mais là, on va voir un problème, c'est que la moelle épinière est très lente, et donc cette artère, elle va être défaillante à sa partie distale, elle ne va pas irriguer de façon très bonne toutes les zones qui sont distales. Et donc, là, le bon Dieu a créé des renforcements. Ces renforcements, donc ce qu'on appelle là, c'est les artères carotides profondes, et là les artères cervicales profondes, là, ils vont irriguer la partie supérieure, ils vont renforcer cette artère spinale antérieure, puis on va voir les artères intercostales qui vont renforcer cette zone qui est donc au milieu, et puis on va voir les artères lombaires qui vont renforcer la partie inférieure. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une artère qui c'est elle la plus forte, et la plus forte en matière de renforcement. Il faut la connaître parce qu'il y a un syndrome qui est relié avec la tête de cette artère. Cette artère, on l'appelle l'artère d'Adams-Quick. C'est l'artère d'Adams-Quick. Donc, cette artère, dans la majorité des cas, elle va venir du côté gauche, à partir des artères intercostales 9 et 12. Parfois, chez certains sujets, elle va venir à partir des artères lombaires. Donc, c'est l'artère spinale antérieure. Donc là, c'est la moelle épinière. Ça, c'est l'artère spinale antérieure. L'artère spinale antérieure irrigue les 2/3 de la moelle épinière. Elle irrigue les 2/3 de la moelle épinière. Alors que le tiers postérieur va être irrigué par les artères spinales postérieures. On a deux artères spinales postérieures et on a une artère spinale antérieure. Donc on a deux artères spinales postérieures qui vont venir à partir des artères vertébrales et on a une artère spinale antérieure. Quand on voit une altération ou une occlusion, une lésion au niveau de l'artère spinale antérieure, ou quand on a, donc on va prendre par exemple l'atteinte de l'artère d'Adams-Quick, là, qu'est-ce qu'on va voir sur un plan clinique? Donc, on va voir les faisceaux pyramidales vont passer par cette zone et là, on va voir une paraplégie. Et cette paraplégie, elle est caractérisée par une paralysie qui est flasque. Qui est flasque, donc le patient, le tonus il est très diminué parce que la lésion elle est au niveau du neurone moteur, donc supérieur et même inférieur. Et puis, on va voir quoi? Donc, on va voir là, qu'est-ce qui passe ici? Parce que le faisceau spinothalamique, et là, on va voir une perte de la sensibilité douloureuse et la sensibilité donc de la température. Mais il y a un truc ici, si je vais bouger l'orteil du patient, il va connaître la direction de l'orteil, donc la proprioception elle est intacte. Et si je vais provoquer une stimulation par vibration, il va sentir ça. Et là, je vais comprendre que le cordon postérieur n'est pas touché, donc on est devant une atteinte de l'artère spinale antérieure, ce qu'on appelle le syndrome de l'artère d'Adams-Quick. Bon, si on a une occlusion qui va toucher le pica, donc artère cérébelleuse postéro-inférieure, il faut savoir que cette artère cérébelleuse postéro-inférieure, elle irrigue même la partie latérale du bulbe. Je vais commencer par les AICA pour que les pica vont être faciles. Donc, contre l'AICA c'est l'artère cérébelleuse antéro-inférieure. Elle-même, elle irrigue la partie antérieure et inférieure du cervelet et la partie latérale du pont.
Donc là, au niveau du pont, on a une partie latérale et on a une partie médiale. Au niveau de la partie latérale, c'est elle qui va être mal perfusée. C'est pour cela qu'on appelle le syndrome pontique latéral. Et au niveau de cette partie latérale, on va voir le noyau du nerf 5. Et quand il est touché, on va voir une perte de la sensibilité douloureuse du même côté. Et on va voir l'atteinte du nerf 7 et le noyau du nerf 7. C'est cela qui va donner une paralysie faciale. En plus, la perte du goût de la partie des tiers antérieure de la langue. Et puis, si le noyau vestibulo-cochléaire il est touché, on va voir des nystagmus et des vertiges, et bien sûr des nausées et vomissements à cause de vertiges, et bien sûr une altération de l'audition. Et si, en plus de ça, au-dessus, on va voir le faisceau spinothalamique. Il va donner une perte de la sensibilité douloureuse et de la température de l'autre côté, parce qu'on n'a pas encore décussé. On va décusser en bas. En plus de ça, on va voir un syndrome de Claude Bernard en nerf. Pourquoi? Parce que là, le système sympathique, d'où il va venir à partir de l'hypothalamus en haut. Alors qu'il va sortir, il va sortir à partir de T1. Et donc de l'hypothalamus à T1, on va passer par cette zone. Et cette zone, elle va être touchée. Et là, on va voir myosis, ptosis et ophtalmie. Bon, donc, quand la pica elle est touchée, on va voir quoi? On va voir des symptômes qui sont similaires à l'atteinte des AICA, mais il faut chercher trois choses. Trois choses, donc c'est la dysphagie, dysphonie et l'atteinte de réflexe nauséeux. Parce qu'au niveau de la partie latérale de bulbe, on va voir le noyau du nerf 9 et 10. C'est là qui va donner dysphagie, dysphonie et la perte de réflexe nauséeux avec les autres symptômes qui vont former le syndrome de Van Henberg. Bon, maintenant on va expliquer le système carotidien. Donc pour le système carotidien, là d'abord on a ici la fosse cérébrale antérieure, fosse moyenne, fosse postérieure, fosse moyenne formée par l'os temporal. Là c'est l'artère carotide interne. Elle va venir ici au niveau de l'os temporal. On va trouver le canal carotidien. Elle va entrer et elle va tourner. Elle va faire une courbure. Elle va trouver, ça c'est quoi? C'est le foramen lacérant. Pourquoi il dit lacérant? Parce qu'il est appelé encore déchiré, parce qu'il a un aspect d'un foramen qui est déchiré. Là, l'artère carotide interne, elle va entrer. Dès qu'elle sort de ce foramen, elle va trouver quoi? Elle va trouver le sinus caverneux. Le sinus caverneux, donc le sinus caverneux, on va le trouver de part et d'autre de la sénature succale. Et là, donc, quand elle va entrer au niveau du sinus caverneux, elle va sortir par le coin. Et dès qu'elle sort, elle va dire que je vais donner une branche pour regarder qu'est-ce qu'il y a. Et là, elle va donner la branche donc, pour l'artère ophtalmique. Là, c'est l'orbite, elle va entrer par le foramen ou le trou ophtalmique et elle va irriguer la rétine. C'est pour cela, quand on a un problème au niveau donc, de la carotide interne, ou par exemple un patient qui a une fibrillation atriale avec des thrombus ici qui vont migrer, qui vont bloquer au niveau de l'artère carotide interne, on va voir une altération de la vision. En plus de ça, elle va donner une artère choroïdienne, donc antérieure, qui va aller vers le sinus latéral, là, pour qu'elle fait quoi? Donc, pour qu'elle irrigue le plexus choroïdien qui va fabriquer le LCR. Et là, on va donner, après ça, on va donner une artère cérébrale antérieure et on va donner une artère cérébrale moyenne. Et puis, de l'autre côté, bien sûr qu'on va voir un sinus caverneux. Donc l'autre sinus caverneux, il va sortir, il va donner l'artère carotide, l'artère cérébrale antérieure et l'artère cérébrale moyenne. Et puis, l'artère cérébrale antérieure, elle va communiquer avec l'artère cérébrale antérieure de l'autre côté, par l'artère communicante antérieure. Il y a une corrélation clinique très importante ici. C'est la zone la plus touchée par les anévrismes. Donc les anévrismes, ils touchent beaucoup plus l'artère communicante antérieure. En plus de ça, là on va voir une communication, ce qu'on appelle avec l'artère communicante postérieure. Celle-ci, elle va communiquer avec l'artère cérébrale postérieure. Donc, et dans ce cas, on va former un cercle de Willis. Là, il faut savoir que l'artère communicante postérieure, si un anévrisme il va s'installer ici, là, il va donner une compression
du nerf oculomoteur qui va passer en dessous. Et il va comprimer la partie parasympathique. Et quand il va altérer et comprimer la partie parasympathique, la partie sympathique, elle se libère et elle va provoquer une mydriase, donc on va trouver une anésocorée. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, que l'artère cérébrale moyenne, c'est elle qui va donner par suite les artères ventriculaires striées. Pourquoi ils sont dites striées? Parce qu'ils vont former des lignes comme ça. Ils vont aller où? Ils vont aller jusqu'à la capsule interne. La capsule interne, quand elle est touchée, et le plus souvent elle est touchée lors des AVC cérébrales, c'est elle qui va toucher, qui va donner l'hémiplégie, la fameuse hémiplégie. C'est beaucoup plus quand on a une atteinte donc, de l'artère cérébrale moyenne. Là, il y a une chose qu'on a oubliée, il faut la savoir. Il faut savoir qu'au niveau de cette vascularisation de la moelle épinière, il y a des points vulnérables. Donc, au niveau de l'artère spinale antérieure, il y a 2 points. Il y a la T4, donc à l'étage T4 et N1. Quand on a par exemple un problème, on a pensé à un problème au niveau de l'artère spinale antérieure, donc je vais chercher une occlusion ou une lésion au niveau de T4 ou N1 parce que je sais que c'est ça la place, la zone la plus vulnérable. Et si par exemple j'ai pensé à un problème donc, de l'artère spinale postérieure devant une altération donc, du cordon postérieur, là je vais chercher 3 points, T1, T2 et T3. Et donc je vous remercie.